Nous allons passer à la communication suivante de Benjamin Bourdel, Marseille, sur la chirurgie rachidienne. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir d'être là. J'en profiterai d'ailleurs pour faire un petit hommage à mon maître, le professeur Dominique Poitou, qui a permis, entre autres, d'être chirurgien du sous aujourd'hui. Pour ma part, je vais essayer de vous parler un peu des évolutions et des révolutions en chirurgie rachidienne. Pourquoi parler de la chirurgie rachidienne? Mais évidemment, dans le domaine de l'orthopédie ou de la neurochir, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une spécialité qui se partage entre orthopédie et neurochir. Le mal de dos est un problème majeur de santé publique qui concerne quasiment 100%, parce que on estime que 80% des gens auront mal au dos à un moment de leur vie, avec des causes multifactorielles et qui entraînent évidemment, qui sont liées à des facteurs psychosociaux et qui ont des coûts majeurs sur la société. À l'heure actuelle, on sait également qu'avec le vieillissement global de la population, on va augmenter la demande de soins, puisqu'on va vieillir dans de meilleures conditions et qu'on a une demande fonctionnelle qui est très importante. Et nous, chirurgiens du rachis, on est de plus en plus sollicités pour prendre en charge des pathologies rachidiennes chez les patients de plus en plus âgés. Qu'est-ce qu'on fait avant de parler d'avenir? Juste un rappel sur ce qu'on fait à l'heure actuelle, parce que je ne pense pas que tout le monde soit très concerné par la chirurgie rachidienne dans le milieu de l'orthopédie. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas du tout de rachis. Et nous, ce qu'on fait à l'heure actuelle, contrairement à ce que fait Sébastien, on a plutôt tendance à aller vers de l'arthrodèse, à bloquer les articulations, ce qui reste le traitement de référence, le gold standard à l'heure actuelle, et qui se fait essentiellement par voie postérieure avec des vis pédiculaires. Alors, le rachis peut être abordé à l'heure actuelle, notamment par beaucoup de découvertes et de descriptions françaises de tout abord, par devant, de côté, de côté, derrière, par derrière, et toutes ces arthrodèses vont avoir des conséquences à long terme. À côté de ça, on va avoir des techniques dites de non-fusion, notamment l'arthroplastie, qui est aussi une invention française, mais qui n'a pas eu l'essor peut-être qui lui était réservé. De la même manière que ce que Sébastien disait juste avant, la chirurgie rachidienne, comme toute chirurgie à l'heure actuelle, subit une pression forte de la part notamment des patients et de la part de l'industrie, de la part de beaucoup de choses, pour qu'on développe la chirurgie mini-invasive. Et on essaye de s'adapter à cette chirurgie mini-invasive. Cela dit, l'éventail des pathologies qu'on traite est toutefois très important et on ne peut pas faire toujours du mini-invasif. On va faire du mini-invasif et vous avez un exemple de cicatrices d'arthrodèse avec des toutes petites cicatrices, c'est très bien, mais on fait aussi du maxi-invasif, comme vous voyez sur ces radios où on fait des arthrodèses vertébrales extrêmement étendues, et je crois que des fois on se fourvoie un peu et on essaye de vouloir introduire du mini-invasif partout, quand la solution est peut-être un terme qui a été, que moi j'ai entendu de la part du docteur Debono, qui est neurochirurgien à Toulouse, et qui parle plutôt d'adequate invasive surgery, c'est-à-dire c'est pas l'idée de faire la plus petite cicatrice possible, mais c'est surtout de s'astreindre comme d'habitude à proposer le traitement le plus efficace possible à nos patients. Cela dit, on se met clairement à la chirurgie mini-invasive, et c'est probablement quelque chose qui va encore évoluer en chirurgie rachidienne. Ce qui est certain, c'est que les objectifs de cette chirurgie mini-invasive, ils doivent être identiques à la chirurgie conventionnelle. C'est pas parce qu'on va faire des petites incisions qu'on va avoir une chirurgie au rabais. Il faut s'astreindre et se forcer à avoir les mêmes prérogatives en termes de décompression neurologique par exemple, en termes de qualité de fusion osseuse, de fixation. L'objectif, c'est d'avoir le même résultat en diminuant le traumatisme musculaire. L'intérêt pour nous, c'est que clairement, on est une chirurgie à risque, notamment de sepsis post-opératoire dans les voies postérieures, et que la réalisation de cette chirurgie mini-invasive avec des apports très limités permet de diminuer de façon importante le taux de complications, notamment infectieuses. Et vous voyez que sur ce type de... Alors ça, à l'écran, ça apparaît pas très bien, mais on arrive à faire un montage extrêmement long en percutané, et avec du coup une diminution très importante des complications infectieuses. Comment on en est arrivé là? Du coup, il a fallu beaucoup travailler. On est en orthopédie une spécialité qui repose beaucoup sur les ancillaires. Et il a fallu développer ces techniques mini-invasives, il a fallu développer ces ancillaires spécifiques. Et on a pu après progressivement les associer à différents types de pathologies. Vous avez un exemple d'ostéosynthèse percutanée en haut, où on arrive à mettre des vis pédiculaires de façon percutanée sur de nombreux niveaux, avec des petites incisions. On peut glisser les tiges de la même façon. Après, on peut combiner ces techniques-là. Vous avez un exemple au milieu où on arrive on peut installer le patient en décubitus latéral, faire tout ce contrôle de chirurgie percutanée en décubitus latéral et de faire un petit abord rétro-pleural, rétro-péritonéal mini-invasif pour faire par exemple une consolidation osseuse.
Et vous avez ici le résultat post-opératoire où vous avez, à travers en fait, des petits trous, on arrive à faire et le temps postérieur et le temps antérieur en une seule intervention chirurgicale, ce qui est assez satisfaisant en termes de récupération pour les malades, puisque le traumatisme chirurgical est amoindri. Vous avez l'exemple de la peau d'abord mini-invasive, rétropleurale, rétropéritonéale. Ce qui est certain, c'est que, comme une fois de plus Sébastien l'a dit, on a besoin absolument d'un environnement dédié. Tout ceci ne peut se faire que par l'aide et le support technologique. Nous, en chirurgie rachidienne, on a été aussi encore un peu plus lent que les orthopédistes, nos collègues orthopédistes périphériques dans l'acquisition des logiciels de navigation, mais finalement on s'y met un peu plus tard parce que c'est le développement de tous ces logiciels pour le rachis c'était encore problématique. Mais on arrive maintenant à avoir des environnements dédiés avec ce qui est appelé salle hybride ou salle nouvelle génération, où on a, comme vous voyez en haut, la salle qu'on utilise à Marseille, où on a un scanner péropératoire qui est couplé du coup avec un logiciel de navigation, et on a les acquisitions en temps réel donc on fait l'abord chirurgical, on fait l'acquisition, et quand on peut naviguer en temps réel la mise en place des implants. Vous avez un exemple ici de fixation percutanée C1, C2 par voie postérieure, où on peut arriver à vraiment diminuer encore plus le traumatisme musculaire. Ce qui est certain, c'est que toutes ces stratégies-là en chirurgie rachidienne sont associées pour l'instant à des acquisitions avec des appareils de rayon X et qui imposent donc des grandes mesures de radioprotection du personnel soignant et des patients. L'avantage de ces scanners péropératoires, c'est que du coup, on peut faire sortir l'ensemble de l'équipe soignante le temps de l'acquisition, donc il n'y a plus d'irradiation du personnel, mais par contre, on augmente l'irradiation des patients et il faut toujours garder à l'esprit cette radioprotection qui, pour le patient, ça peut être un seul scanner, voire deux, mais c'est quand même même si c'est des scanners de nouvelle génération, ils sont quand même assez irradiés. Alors quel est notre futur à nous? Notre futur, de la même façon, on essaye maintenant à l'heure actuelle, avec ces systèmes d'imagerie et ces systèmes de navigation, on essaie de coupler les technologies et d'utiliser donc le support technologique pour essayer d'avoir des résultats avec un abord encore plus le moins délabrant possible. Et du coup, on essaye, on a fait des tests assez récemment de navigation avec de l'assistance robotisée, où on avait essayé donc avec le Da Vinci, où on permettait d'avoir un accès par exemple à la colonne vertébrale antérieure par un abord transpéritonéal, où vous voyez ici sur un sujet cadavérique qu'on arrive à exposer 3 ou 4 niveaux avec juste des incisions de célio. Et sinon, dans la chirurgie postérieure, l'utilisation du scanner péropératoire peut être couplée à un bras robotisé qui n'est qu'un support. Et alors effectivement, pour la chirurgie rachidienne, clairement, on est encore, comme le disait M. Debousset, dans un support et une aide technologique, puisque le bras n'est que là pour en fait maintenir l'instrument dans la bonne position qui est calculée par l'ordinateur, mais il n'a pas d'action à proprement parler. Mais c'est quelque chose qui est donc du coup précis, qui va être reproductible et dont on va effectivement pouvoir se servir pour la formation des plus jeunes. Tout ça va en fait permettre probablement de développer du coup la prise en charge de nouveaux patients et de nouvelles indications. Ce qu'on entend par nouveaux patients, c'est pas uniquement une question marketing, bien que ça puisse l'être, mais c'est aussi la prise en charge de certains patients, dont les patients les plus fragiles. Vous avez ici un exemple de fracture de l'odontoïde. Fracture de l'odontoïde qui survient la plupart du temps, c'est des sujets assez fragiles avec un os porotique et pour lesquels les conditions de chirurgie ne sont pas toujours réunies parce que la réalisation d'une arthrodèse postérieure peut être compliquée, hémorragique, et que quand on a un patient le plus âgé qu'on ait effectué à Timoine avait 101 ans. Et techniquement, du coup, la réalisation de petits abords permet de réduire le dommage opératoire et permet, vous avez ici un exemple d'ostéosynthèse percutanée d'une fracture de l'odontoïde qui permet d'affranchir le patient de 3 mois, par exemple, de mini-herbe, ce qui est quand même malgré tout un confort, et c'est plutôt dans cette idée-là qu'on essaye d'inclure de nouvelles indications. La chirurgie mini-invasive, c'est une chose. On a beaucoup évolué également sur la chirurgie maxi-invasive, ce qui est assez paradoxal, avec une notion qui est reprise énormément à ces temps-ci, qui est une notion d'équilibre sagittal. C'est pas une notion que j'affectionne particulièrement parce que la notion d'équilibre est une notion dynamique, alors qu'on ne raisonne pas en dynamique, nous on raisonne sur du statique, sur la radiographie. Donc ça serait plutôt un équilibre très instantané. Nous on raisonne sur un instantané et pas du tout sur dynamique. Donc c'est plus, je pense qu'il faudrait mieux parler d'alignement sagittal que d'équilibre sagittal.
Mais tout ceci s'inscrit dans des populations vieillissantes avec de l'os de moins bonne qualité, mais avec une grande demande fonctionnelle. Toutes ces notions de sagittal ont été décrites par des équipes françaises et sont reprises maintenant largement par des équipes américaines. Il n'en reste pas moins que cette demande fonctionnelle nous amène à prendre en charge des patients avec des déformations des fois majeures pour lesquelles on ne sait pas exactement quelle est la meilleure stratégie. Vous avez ici un exemple d'une patiente que nous avons traitée à la Timone avec une demande fonctionnelle que vous imaginez importante car sa situation rachidienne est précaire. Alors l'évolution elle est multifactorielle une fois de plus, elle se fait sur le matériel. Vous avez vu que essentiellement on utilise des vis pédiculaires. Déjà dans le choix de la vis et dans le développement des vis, on peut avoir des modifications. On a vu que le plus important c'était la restitution du profil, de l'alignement sagittal. Vous voyez qu'en fonction du type de vis qu'on utilise, vous avez un exemple de machine en compression où on prend deux types de vis différentes et on voit que rien que la morphologie de la vis va contraindre la tige différemment et donc la colonne vertébrale va avoir une courbure qui sera différente, donc ça peut déjà avoir un intérêt. Et ensuite, il a été développé des vis spécifiques pour l'os ostéoporotique. Vous voyez un exemple en bas où on a des vis fenêtrées, qu'on va mettre comme une vis normale, mais une fois que la vis a été mise en place, pour limiter les arrachements de matériel et pour augmenter les forces en arrachement, on va cimenter le corps de la vis. Le ciment va se disperser sur le tiers antérieur de la vis. On a un exemple en bas en scopie et en contrôle scanographique, où on arrive en fait à faire un nuage de ciment autour de la tête de vis qui va clairement augmenter la résistance de la fixation de nos implants. Mais il y a quelque chose sur lequel nous on a très peu travaillé jusqu'à présent, c'est les tiges, puisqu'on utilise pour faire donc nos montages des vis bien évidemment des tiges. Jusqu'à présent les tiges nous étaient livrées droites. Et la difficulté, c'était le fait qu'on cintrait les tiges à la main de manière empirique. Et on avait fait ici, vous voyez un exemple d'un test chez qui on avait pris une radiographie, on avait demandé à 7 opérateurs de cintrer la tige telle qu'il imaginerait pour être adapté à la courbure du patient. Et vous voyez que les résultats, alors il y a des tiges qui se ressemblent, il y en a qui sont complètement saugrenues, je dirais. Et on voit la variabilité, et cette variabilité-là, elle va emmener du coup des résultats radiographiques différents, et donc potentiellement des résultats cliniques différents. Donc de concert avec des industriels, on a développé des tiges spécifiques patients, dont l'idée c'est vraiment de s'asseoir, de planifier son geste opératoire, et de dire voilà ce que j'ai comme radiographie initiale, voilà où je veux aller. Et on va dessiner, en fait, on va modéliser le geste chirurgical à l'aide d'un logiciel informatique où on va modéliser le geste de correction, on va simuler ce résultat-là, et en fonction du résultat simulé, on va dessiner la tige telle qu'on la veut pour le résultat final, et on va se la faire livrer directement précintrée, adaptée aux courbures définitives qu'on souhaite pour le patient. Ça, c'est clairement quelque chose d'avenir. Pour en revenir à cette dame qui était, donc on avait pris en charge à la Timone, on a fait une tige comme ça sur mesure, dans l'idée d'arriver à corriger de sa déformation. Vous voyez que ça reste de la chirurgie maxillo-invasive, mais d'un point de vue radiographique, on a une amélioration substantielle de son alignement. On s'oriente donc vers plus de la chirurgie personnalisée. On essaye également de développer les implants sur mesure avec l'avènement des impressions 3D. Sébastien n'en a pas trop parlé parce que peut-être que dans le genou c'est pas encore d'actualité, mais nous on travaille aussi là-dessus, sur l'impression 3D, pour essayer de faire par exemple des supports d'arthrodèse, des cages d'arthrodèse qui soient adaptés aux patients en fonction de la morphologie de la vertèbre, en fonction de la lordose qu'on veut donner. Vous avez ici un exemple d'une impression d'une cage 3D avec son support, où on peut se faire livrer directement l'implant dont on a besoin pour tel ou tel patient. Au-delà de tout ça, d'autres stratégies, des stratégies d'évolution ou de révolution, je ne saurais pas exactement vous le dire. Pourquoi? Parce que ce sont toutes les techniques donc, du coup, de non-fusion. Beaucoup de choses qui ont été développées donc, dans des équipes de recherche françaises, qui sont paradoxalement des techniques peut-être d'avenir et des techniques du passé. Ce sont des techniques qui ont été développées il y a quelques années, qui sont des fois ont diminué dans la pratique et qui reviennent au devant de la scène. La fixation dynamique, où l'idée est de stabiliser mais en préservant l'appareil musculo-ligamentaire. L'arthroplastie, il y avait de grands débats à savoir s'il fallait ou pas rembourser les prothèses. Les autorités ont pensé que si on remboursait les prothèses de disque, le marché allait exploser. Ce n'est pas arrivé, les indications n'ont pas augmenté de manière drastique. Et un grand retour de la thermocoagulation, par exemple, à l'heure actuelle, qui était, il y a une quarantaine d'années, quelque chose de largement utilisé, qui était tombé complètement en désuétude et qui revient en chirurgie rachidienne sur la prise en charge de leur lombalgie.
Finalement, quel est notre futur idéal pour nous en chirurgie rachidienne? Évidemment, le futur nous permet de nous d'avoir le résultat le plus parfait possible et de réduire nos aléas chirurgicaux, puisqu'on n'est pas infaillible. Ce qui est très important, et ça a déjà été abordé dans la communication précédente, c'est qu'il va falloir aussi assurer la formation des futurs chirurgiens. Et c'est vrai que toutes ces techniques de navigation, de guidage, de réalité virtuelle vont être des éléments qui vont permettre la simulation et permettre la formation de nos futurs collègues. Et ça, il faut clairement que dans le futur, on s'astreigne à intégrer cette formation, pas uniquement le patient, mais aussi la formation des plus jeunes. Donc en conclusion, nous avons bénéficié d'un certain nombre d'avancées techniques et technologiques. Un point fondamental, c'est pour moi la planification. Clairement, il faut s'asseoir et réfléchir à ce qu'on va faire au patient et pas le découvrir dans la salle d'opération. Ça paraît des fois enfoncer des portes ouvertes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on a toujours besoin de soutien de l'innovation des équipes françaises parce que la majorité des choses que je vous ai présentées aujourd'hui sont des choses qui ont été développées en France. Voilà, je vous remercie de votre attention. Beaucoup Benjamin, est-ce que ça vous suscite quelques commentaires ou questions? Mais donc je ne suis pas du tout orthopédiste, je suis chirurgien viscéral, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous pose la question. Parce que, et mon vieillage, je suis amené à faire de plus en plus d'expertise, et je dirais que les procédures concernant la chirurgie du rachis explosent. C'est-à-dire que c'était la chose en lien avec le résultat fonctionnel, des aléas thérapeutiques, etc. Donc est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ça? Parce que là, vous avez parlé de... Je dirais que vous avez abordé les questions purement techniques, absolument pas seulement. Par contre, en termes de résultats fonctionnels, etc., je veux savoir un peu plus. Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors, l'idée, évidemment, comme tout le monde, on cherche à obtenir le meilleur résultat fonctionnel. Alors, la chirurgie rachidienne a eu une mauvaise presse pendant longtemps, notamment parce qu'on ne restituait pas cette alignement sagittal et que la réalisation d'arthrodèse entraînait des syndromes adjacents et qu'on était amené à opérer les patients à plusieurs reprises. En fait, on faisait notre carrière avec nos patients. C'est un petit peu moins le cas. L'explosion des démarches à l'encontre des chirurgiens du rachis, ça, c'est une vérité. Alors moi, c'est vrai que je travaille en public, mais je dois avoir une ou deux procédures par an avec des gens qui vont pas forcément mal. Mais ça, c'est lié, moi, je crois, d'une part au fait qu'on augmente la demande fonctionnelle. Les gens font une demande fonctionnelle qui est parfois irréaliste et que peut-être qu'on leur vend trop bien notre chirurgie, c'est-à-dire que ça reste un acte chirurgical et pas un coup de baguette magique. Et après, moi, je trouve qu'il y a une évolution sociétale qui fait que de toute façon, maintenant, on veut un résultat parfait. C'est difficile, on est confronté à ça. Nos collègues dans le privé, ils ont des primes d'assurance qui sont théoriques. Gynéco-obstétrique et chirurgie rachidienne, il n'y a plus personne qui veut assurer les praticiens. Pour compléter la réponse de Benjamin, Orthorisque, on a reçu il y a 15 jours, on a une commission des assurances et on a reçu tous les assureurs qui assurent les chirurgiens orthopédistes. D'abord, premièrement, les chirurgiens du rachis se sont regroupés parce qu'il y a beaucoup plus de complications dans la chirurgie rachidienne, notamment de complications infectieuses. C'est vrai que les indications ont augmenté, notamment chez les personnes âgées, parce qu'on opère des gens de plus en plus âgés. Autrefois, après 70 ans, touché par un rachis, maintenant 80, voire plus. On fait de la chirurgie postérieure au niveau du rachis. Enfin, je pense que tu ne vas pas me démentir là-dessus. Donc, il y a aujourd'hui un contrat spécial concernant la chirurgie rachidienne avec une compagnie d'assurance sous l'égide de la Société d'orthopédie et d'orthorisque. Et d'autre part, on a essayé d'évaluer le risque en chirurgie orthopédiste. En gros, un chirurgien orthopédiste va avoir à faire une déclaration tous les 2 ans, minimum. Et pour les chirurgiens de rachis, c'est au minimum le double. Moi, ce que je voudrais te demander, parce que tu n'en as pas parlé, c'est l'utilisation d'endoscopie en chirurgie du rachis. Notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui font une chirurgie de l'hernie discale avec un petit tube quasiment sans abord, et tu n'as pas évoqué ce problème. Alors, si tu veux nous dire un mot là-dessus, peut-être. Bien sûr. Alors, je ne l'ai pas évoqué pour plusieurs raisons, parce que moi, je suis dans le sud de la France et que dans l'esprit des médecins, dans le sud de la France, la hernie est neurochirurgicale. Pour ma part, j'en vois assez peu, mais il est vrai qu'il y a un regain d'intérêt sur les procédures endoscopiques.
On verra si à terme ça entraîne beaucoup de modifications sur les résultats cliniques. Ce qui est certain, c'est que les collègues neurochirurgiens avec qui moi je travaille utilisent des écarteurs tubulaires qui font des cicatrices qui sont toutes petites et un microscope opératoire. On doit être à peu près dans les mêmes types d'incisions. Après, il y a un effet aussi des fois marketing, juste, je pense. Mais... Je rebondis sur les incisions. L'orthopédie qu'on m'a apprise quand je faisais un peu d'orthopédie, puisque c'était l'idée de la chirurgie générale, c'était que l'infection venait du staphylocoque de la peau. Et j'ai été très surpris dans votre chirurgie de l'endothélie de voir quand on met des petits instruments et qu'on tripote la peau, on le sait nous pour les trocars de Célio, est-ce que c'est aussi bien que d'ouvrir grand et de protéger la peau? Je m'excuse, mais est-ce que quand vous descendez vos instruments à travers un petit trou, vous avez pas plus de chances de contaminer en frottant sur la peau? Comment vous vivez ça? C'est une très bonne question. Paradoxalement, en chirurgie rachidienne, on a de moins en moins d'affections à staphylocoque doré. On a beaucoup plus de BGN à l'heure actuelle. Et du coup, qu'on n'explique pas forcément. Et du coup, l'évolution du profil bactériologique a complètement changé ces dernières années. On a quelques infections à proprio-acné, c'est des choses comme ça, mais c'est finalement le Staph aureus, c'est plus vraiment notre ennemi numéro 1. S'il n'y a pas d'autres interventions, questions, simplement je voudrais rappeler que la France, comme tu l'as dit, a été pionnière dans la chirurgie du rachis avec le matériel de contrôle de Bussier, parce que tout ça, c'est dérivé du matériel qu'a mis au point Jean-Luc Bussier avec Yves Cottrell. Et puis d'autre part, rappeler aussi que la visite pédiculaire, c'est Jean-Camille. Donc on a quand même eu 2 grands chirurgiens. Laurent Sédel. Juste une petite question, mais qui poursuit cette discussion sur les infections. Est-ce que le fait de faire des micro-incisions n'entraîne pas une conséquence, c'est-à-dire qu'on comprime beaucoup plus les muscles, tout ce qu'il y a autour, et on crée une certaine nécrose? Surtout qu'en plus, ces interventions-là sont plus longues que par voie habituelle, grande voie. Donc le fait de pousser avec des écarteurs pendant très longtemps, et souvent ça dépasse 2-3 heures, est-ce que c'est pas un élément très négatif? Enfin voilà, c'est une question que je me pose parce que j'ai l'impression d'avoir vu certaines explications comme ça de certaines infections sur des petites voies. Il y a globalement très peu d'infections sur ces procédures mini-invasives. Ce qui est certain, c'est que c'est de la décision musculaire théoriquement, on dilate progressivement entre les fils musculaires. Ce qui est certain, c'est que dans mon expérience, le taux d'infection n'est clairement pas augmenté. Par contre, ça fait extrêmement mal. Pour ces raisons-là. Ça, les patients, paradoxalement, on leur fait des petites incisions, ils ont beaucoup plus mal que quand on fait des procédures à les 48 premières heures, et probablement parce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'on a très probablement une nécrose musculaire au moins autour des tubes dilatateurs. Alors ils récupèrent très bien, mais le cap des 48 premières heures, il est difficile. On leur vend des petites incisions, et les premiers jours, ils ont beaucoup plus mal que sur des procédures assez ouvertes. Ça, je pense qu'il y a du muscle là-dedans. C'est tellement vrai que nous, les radiologues interventionnels, qui utilisons des tubes qui vont jusqu'à presque 1 cm, au début, comme des radiologues, on faisait des petites incisions. Et assez souvent, on avait une brûlure des tissus, parce qu'on met le moteur aussi, même si c'est à travers une gaine, on a une brûlure des tissus, et on apprend ensuite progressivement à faire des incisions plus larges. Et on a moins de problèmes. Bien, si on va te remercier, Benjamin, merci beaucoup.